Il va falloir qu'on trouve. On est nouvelles du Niger? Ah pardon, vous regardez 64 minutes, bienvenue. Nous sommes vendredi, place Allons-y Franco, votre nouveau rendez-vous. Alors regard croisé avec nos partenaires francophones. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec Pierre Kroll, bonsoir, dessinateur et caricaturiste belge. Merci d'être avec nous, Pierre. Michel Tcherouti, notre correspondant en Suisse. Bonsoir Michel, vous êtes en direct des studios de la RTS. Bonsoir Estelle. Et en plateau, Bonsoir Michel. Et en plateau, Elisabeth Pinault, bonsoir. Bonsoir Estelle. Vous êtes grand reporter, correspondante à l'Élysée et Matignon pour Reuters. Merci d'être avec nous. Et enfin, Sédik Abba, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain nigérien, auteur notamment de Lutte contre le djihadisme dans l'Alliance des États du Sahel, contributions et contraintes du Niger. C'est paru à l'Harmattan en 2024. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du Niger, on va parler de Nicolas Sarkozy, premier président, ancien président français sous les verrous. C'est du jamais vu. Certains disent même que c'est extraordinaire. Effectivement, on n'a jamais vu ça. Nicolas Sarkozy qui a été incarcéré à la prison de la Santé. Il y est depuis mardi. Il pourrait y rester au moins un mois. Et Pierre Kroll, on va juste regarder ce petit dessin que vous avez, vous avez eu l'idée de cette décoration de la prison de Nicolas Sarkozy avec Halloween. Donc on regarde cette petite ou pas ce petit dessin que vous avez imaginé avec votre humour évidemment. Et avant d'être écroué, on verra peut-être tout à l'heure, hein, Pierre. Avant d'être écroué, il y a eu cette manifestation de soutien à l'ancien président français devant chez lui. On regarde quelques images. Alors peut-être pas tout de suite. Eh bien, voilà. Écoutez, on les verra tout à l'heure, ces petits soucis techniques qui arrivent. Voilà. Donc, on se souvient de ça. On va les découvrir certainement dans quelques minutes. Est-ce que vous avez été surprise, Elisabeth Pinault, par effectivement cette manifestation de soutien, sa famille? C'est vraiment un choix assez, je ne sais pas si on peut dire radical, de Nicolas Sarkozy. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il y a eu le moment de la condamnation, qui a été déjà un premier choc pour tout le pays, parce que vous l'avez dit, c'est la première fois sous la Ve République qu'un président de la République est incarcéré. Et puis là, c'est le moment de l'incarcération, c'est du concret, et c'est l'occasion d'un moment d'émotion à plusieurs niveaux. Il y a la famille nucléaire, la famille tout court, et c'est son fils Louis Sarkozy qui a organisé cette manifestation de soutien au matin de son départ pour la prison de la Santé, avec des voisins, des militants, des politiques, et puis toute sa famille recomposée, réunie. Ça y avait une espèce presque romanesque, hein, parce que c'est une famille qu'on connaît, que les Français connaissent. Marseillaise, en plus, enfin, En plus, c'est une famille qu'on connaît. On a connu son divorce. Il était président quand il a divorcé, quand il a épousé Carla Bruni, et puis on a suivi ensuite la naissance de la petite Julia, qui est également née au moment où il était à l'Élysée. Ensuite, il y a la famille politique, avec toutes les personnes qui doivent quelque chose à Nicolas Sarkozy. C'est quand même le dernier président conservateur à avoir accédé à l'Élysée. Avec lui sont arrivées toute une génération de politiques, et beaucoup lui doivent le rentrer en politique. C'est le cas par exemple de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. On va y revenir. Alors là, vous allez trop vite, Elisabeth. On va y revenir. On va y revenir à ces soutiens affichés ou pas d'ailleurs. Oui. Mais j'aimerais bien savoir comment ça a été suivi par nos voisins francophones, hein, les plus proches de nous. On va commencer avec vous, Michel Tcherouti. Alors ces images, est-ce qu'on les a vues, ces images de la famille, voilà. Qu'est-ce qu'on en a dit? Oui, bien sûr, Estelle, ces images ont fait le tour du monde et on les a évidemment vues aussi en Suisse. Alors, personnellement, je ne suis pas véritablement surpris qu'une manifestation de soutien ait été organisée par la famille Nicolas Sarkozy en soutien à ce dernier le jour de son incarcération. Ça paraît dans l'ordre des choses, vu la taille du bonhomme et puis vu les soutiens qu'il a. Par contre, là où moi j'étais un tout petit peu plus circonspect, c'est la manière dont on a couvert ça d'un point de vue journalistique. En Suisse aussi, ça s'est fait en deux temps, j'ai envie de dire. On a d'abord un petit peu donné la parole comme ça, sans forcément beaucoup de réserve, ni beaucoup de recul. Et puis ensuite, 1 ou 2 jours plus tard, on s'est dit, mais quand même, finalement, on a laissé parler des soutiens qui, de cette manière, mettaient directement en cause la souveraineté de la justice en France. Et puis on n'a pas tellement rappelé, finalement, les raisons pour lesquelles il était condamné, ce qui est quand même pas une petite affaire, il faut le rappeler. Puis c'est arrivé dans un deuxième temps. Donc moi, j'étais très surpris, on va dire, de cette espèce de premier degré avec lequel on a couvert, on a donné la parole au soutien de Nicolas Sarkozy sans rappeler les raisons pour lesquelles
lesquelles, les raisons extrêmement graves pour lesquelles ce dernier avait été condamné et que la justice avait, a priori, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, fait son travail. Oui, certains ont privilégié l'émotion. Alors, ça a été aussi suivi en Afrique, évidemment, Seydi Kaba. On va voir cette une, ou pas, peut-être. En Guinée, Sarkozy en prison, une forme de justice morale pour de nombreux Africains. Alors, vous êtes nigérien. Quels ont été les échos ? Non, il faut regarder cet événement à l'aune de la relation actuelle entre la France et l'Afrique. Il y a quand même une zone de turbulence qui traverse ces relations quand on voit l'éviction de l'armée française au Sahel, quand on voit le Mali, le Niger, le Burkina, ensuite même dans les pays qu'on considérait comme fidèles alliés de la France, que ce soit le Tchad ou le Sénégal, ça a été un peu regardé à cette onde de cette relation dégradée. Et puis, ça a été regardé aussi à travers le personnage de Nicolas Sarkozy, comment il est perçu en Afrique. D'abord, ministre de l'Intérieur, qui a été le ministre qui a créé le ministère de l'immigration, qui a mis en œuvre les politiques migratoires restrictives, c'est pas oublié en Afrique. Ensuite, le discours malheureux de 2007 à Dakar, où il a dit que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Donc tout ça a fait que ça a été regardé à la fois avec une certaine surprise, mais sans pitié, disons, hein, parce que à part, il y a une double lecture, à part l'élite politique, les chefs d'État qui, pour certains, ont été reconnaissants envers Sarkozy, lui ont téléphoné avant son incarcération, et une partie de l'opinion qui presque s'est réjouie, comme on a pu le voir, de ce que Sarkozy soit incarcéré, parce qu'on n'oublie pas que c'est l'homme du discours de Dakar et c'est l'homme de l'intervention de l'OTAN en Libye. Parce que cette affaire est liée aussi au dossier libyen. Et on n'oublie pas que c'est cette intervention qui a été le facteur aggravant de la situation aujourd'hui que connaît une partie de l'Afrique, particulièrement le Sahel. Et là, on est dans le fond du dossier. Alors, Pierre Kroll, ça vous a inspiré beaucoup de dessins, c'est effectivement cette mise, cette incarcération de Nicolas Sarkozy. Et il y a un dessin où vous dites, c'est pour quelle affaire déjà ? Vous rappelez qu'en fait, c'est pas la seule affaire dans laquelle il a été poursuivi, soupçonné, et c'est ce que vous soulignez. Mais oui, c'est un feuilleton, cette affaire. C'est pour ça que le dessin qu'on n'a finalement pas bien vu, voilà celui dont vous parlez, c'était bon, il y a un mois, là, au moment où Sarkozy va se rendre à son jugement. Vous voyez qu'il a déjà plusieurs bracelets, j'ai un peu exagéré, c'est ça la caricature, électronique autour du mollet. Mais ça dit quelque chose. Ça veut dire aussi que si certains trouvent que la justice est exagérément sévère en l'incarcérant directement, il est aussi une sorte de récidiviste pour la justice. La justice n'aime pas avoir le même condamné plusieurs fois devant elle. On n'allait pas continuer sans cesse à lui mettre des bracelets électroniques. Bon, je n'ai pas à me prononcer sur le fait qu'il est en prison ou pas. Sur sa condamnation, c'est autre chose. Mais je peux dire qu'effectivement, comme Michel Serrouti l'a dit, en Belgique, on suit ça en voisin, francophone. Hein. Les Flamands s'y intéressent peut-être moins. Mais nous, on suit ce feuilleton de près depuis très très longtemps. Et on sait à quel point Sarkozy, voilà, le dessin que j'ai publié le jour de son incarcération, il est des nôtres, la petite chanson. On peut prendre ce dessin de deux façons différentes, hein, soit en se disant pauvre Sarkozy qui va subir ça, soit en se disant il est enfin retourné auprès d'autres malhonnêtes. Je ne jugerai pas. Donc tout ça les dessins viennent un peu en vrac, mais je veux dire qu'en Belgique on suit la politique française d'assez près, et je peux vous dire que cette semaine c'était un jour Sarkozy, un jour le Louvre, un jour Sarkozy, un jour le Louvre. Effectivement, c'est vrai que dans Allons-y Franco, on ne va pas parler que de la France, mais en ce moment la France est sous les lumières, parfois et pas vraiment d'un côté positif. Est-ce que vous avez compris aussi, il y a eu la colère d'un journaliste de Mediapart, Elisabeth Pinault, qui dit oui, alors on s'émeut sur la famille de Nicolas Sarkozy, on explique les livres qu'il va lire. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de sujet ? C'est certain que c'est à l'image du débat qu'il y a eu dans le pays. Hein. Dès sa condamnation, il y a une partie du pays qui disait de toute façon c'est injustifiable comme les autres. Sa condamnation le prouve, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que tout ce décorum ou autour de son entrée en prison, c'est certain que ça montre quand même que c'est pas un détenu tout à fait comme les autres. Et en effet, c'est un ancien président de la République. Et une partie du pays était émue de cela, parce qu'il a été président de tous les Français. Il a présidé au destin de la France pendant 5 ans. Et donc c'était bien joué d'un point de vue communication ?
C'est ce que vous nous dites? En tout cas, ça lui ressemble. On l'a retrouvé tel qu'en lui-même, qui se défend comme un beau diable. Et d'un autre côté, beaucoup de Français ont considéré que c'était exagéré, qu'il ne fallait pas le considérer comme un détenu différent des autres. Il est condamné, il va en prison. C'est l'occasion d'ailleurs d'entrer en prison, de se rendre compte de la situation difficile, de la dureté de ce que ça veut dire d'être en prison. Je pense que c'est très concret. Beaucoup de Français l'ont découvert et pensaient il y a eu différents aspects dans la société française. Je pense qu'il y a eu un nouveau débat entre ceux qui sont quand même émus de voir cet ancien président. Certains pensent que c'est injuste, mais pas forcément. Je pense que c'est quand même... Oui, il y a des sondages qui ont montré, on l'évoquait cette semaine, qui montrent que pour certains Français, s'il a fait ce qu'il a... ce pourquoi il est accusé, c'est normal. De toute façon, il y a eu 10 ans d'enquête, 400 pages pour expliquer ce jugement, donc il n'y a normalement pas à le contester. On peut en débattre, mais pas de contester. Mais en revanche, il y a eu quand même, y compris de la part du président Macron, qu'il a reçu 2 jours avant. Et il s'est expliqué là-dessus, Elisabeth. Qui a dit qu'il irait ça n'a pas été tellement compris. Justement, Emmanuel Macron s'en expliquait, il s'est justifié, il a dit il était normal que sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Est-ce que c'est normal, selon vous? C'est des cabas. Est-ce que vous comprenez? Vous dites que des présidents africains l'ont appelé aussi pour le soutenir. Non, c'est pas très bien compris, parce que Sarkozy n'est pas condamné pour un accident de la route ou pour n'avoir pas versé des allocations familiales. Il est quand même poursuivi pour association de malfaiteurs, en lien avec un régime qui était lui-même pas exemplaire en matière de droits de l'homme. Mais surtout, il ne faut pas oublier que les personnes avec lesquelles son entourage a essayé d'entrer en contact étaient des personnes poursuivies pour l'attentat de l'avion du théâtre, dans lesquels des Français sont morts. Il y a eu des victimes françaises, et il y a eu une condamnation de Koussi. L'ancien patron de renseignement libyen a été condamné pour cet attentat par contumace par la justice française, et des proches collaborateurs de Sarkozy ont essayé d'entrer en contact avec cela parce que c'est ça que la justice lui reproche. Selon la justice, il était au courant de leur agissement, de leur volonté d'entrer, et il n'a rien fait pour empêcher. Donc quand on regarde les raisons de sa condamnation, effectivement, comme ça a été dit précédemment, on voit qu'on passe à côté du débat en insistant sur sa condamnation sans mettre en valeur les raisons pour lesquelles il a été effectivement condamné. Je vais reprendre ce que disait Elisabeth Pinault quand vous avez dit c'est la méthode Sarkozy, on le reconnaît bien là. Pierre Kroll, vous l'avez beaucoup dessiné, effectivement, parce que là on parle de hyper prisonnier, c'est un peu le titre d'Allons-y Franco aujourd'hui. C'est vrai que là, c'est le personnage que vous connaissez bien aussi, celui que vous dessinez. Je dois souvent expliquer que mon métier de dessinateur ressemble au dessinateur de bande dessinée, sauf que nous, on ne peut pas choisir nos personnages. Je n'ai pas mon Astérix, mon Tintin ou quoi. J'ai ceux que l'actualité me donne. Je dessine beaucoup trop souvent Donald Trump à mon goût en ce moment. C'est parce qu'il est tous les jours dans l'actualité. Eh bien, je me souviens bien quand Nicolas Sarkozy était président, j'ai même fait un jour un dessin où des Français s'inquiétaient en se disant « mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il y a une demi-journée qu'on n'a pas de nouvelles de lui. » Vous voyez ? Donc l'hyper-présidence. Il fait partie de ces politiques, Berlusconi avant lui, qui font parler d'eux tout le temps pour occuper le terrain. Ce qui, effectivement, cache autre chose, ou ne laisse pas le temps de parler d'autre chose. Et ici, il est quand même étonnant à quel point on marche tous, enfin tous les médias ont quand même marché beaucoup, dans cette hyper mise en scène de son arrivée en prison. On sait quel livre il a pris, il a bien choisi soigneusement pour le lire, je ne sais pas s'il l'ouvrira, mais enfin, tout ça est incroyablement mis en scène. C'est une fabrique professionnel très réussi de l'empathie. Voilà, on fabrique de l'empathie envers lui. Vu de Belgique. Peu. Voilà, alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a beaucoup parlé de lui en tant que président, maintenant en tant qu'ancien président, parce que vraiment, c'est inédit, on le répète, il dort en prison en ce moment, c'est inédit. Alors, on a voulu savoir avec Mévalo, qui nous rejoint sur le plateau, bonsoir Mé, s'il y avait effectivement d'autres cas, d'autres présidents, comme ça, anciens présidents, qui sont sous les verrous aujourd'hui.
Alors, il faut savoir que la France fait figure d'exception au sein de l'Union européenne parce qu'à ce jour, aucun chef d'État membre n'a été incarcéré. En revanche, plusieurs chefs de gouvernement ont été condamnés par la justice de leur pays. Et c'est l'ancien Premier ministre croate, Ivo Sanader, qui a été condamné à la plus lourde peine, 18 ans de prison pour détournement de fonds publics et réception de pots de vin. Il a été libéré sous caution en août 2025. Il a passé 11 ans derrière les barreaux après sa détention provisoire. Et d'autres chefs d'État dans le monde ont connu le même sort, c'est-à-dire la prison. C'est le cas de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Il a été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour outrage à la justice après avoir refusé à plusieurs reprises de se présenter devant une commission d'enquête sur la corruption d'État pendant ses 9 ans au pouvoir. En Amérique latine, pour ne citer qu'un exemple, citons celui de l'actuel président brésilien Ignacio Lula da Silva qui en est à son 3e mandat, condamné en 2018 pour corruption dans le cadre du scandale Petrobras à 12 ans de prison. Il a été incarcéré 18 mois avant l'annulation de sa peine pour vice de procédure. Il brigue un 4e mandat. Et c'est finalement la Corée du Sud qui fait figure d'exception, qui pourrait faire figure d'exception. La justice a envoyé 3 dirigeants en prison en moins de 10 ans. Park Geun-hye, première femme élue présidente, a été condamnée en 2018 à 22 ans de prison pour abus de pouvoir, corruption, coercition et détournement de fonds. Elle a été graciée en 2021. Son prédécesseur, Lee Myung-bak, a été lui aussi condamné pour corruption à 27 ans de prison. Incarcéré en 2020, il a été gracié en 2022 par un certain Yoon Suk-yeol, le premier président sud-coréen emprisonné en exercice entre janvier et mars 2025 avant d'être destitué pour une tentative ratée d'imposition de la loi Marshall, et c'était en décembre 2024. Il a été remis en liberté avant de retourner en prison cet été. En détention provisoire, il est jugé pour insurrection. Alors, il s'agit là, évidemment, d'un tour du monde non exhaustif. Rappelons que comparaison n'est pas raison et que chaque affaire est unique. Voilà, merci, mais effectivement, pour ces quelques cas que vous avez cités. Michel Cherouti, on vous rejoint en Suisse. Alors, il y a des affaires comme ça? Alors, on l'a dit, là, pour l'instant, seulement en Croatie, mais est-ce qu'il y a eu des affaires comme celle-ci assez inédites au plus haut niveau du pouvoir? Écoutez, si ça avait été le cas, donc ma consoeur Mévalo l'aurait certainement notifié dans le journal. Non, écoutez, on a eu un énorme scandale politique dans les années 90, les années 90, lorsque la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, qui était la première femme à être élue conseillère fédérale, eh bien, a dû démissionner au bout de 4 ou 5 ans de mandat parce qu'elle avait divulgué des informations sur une enquête pénale qui concernait son mari, qui était lui-même entrepreneur. Et puis, elle l'a tenu au courant, elle l'a avisé de ce qui lui pendait au nez. Et donc, c'était une perte de confiance. Elle n'a pas été condamnée pour divulgation de secrets de fonction ou autre, mais néanmoins, ça a fortement entaché son rôle de politicienne, de conseillère fédérale, et ça l'a amené à démissionner très peu de temps après que ce scandale ait été clos. Et ça fait pas mal de bruit, parce qu'en plus, c'était la première femme. Donc, dans la brèche, pas mal de masculinistes se sont engouffrés pour dire, regardez, on ne peut pas faire confiance à une femme, vous voyez, elle va tout dire à son mari, il n'y a pas de secret de fonction, etc., etc. Ça avait fait vraiment, ça a fait date en Suisse. Alors Pierre Kroll, le pire du pire, vous, ce serait le roi des Belges qui se retrouverait en prison. Ça, c'est impensable. C'est impensable. Des hommes politiques, on en a eu quelques-uns en prison, généralement en préventive et condamnés après, mais sans faire de la prison ferme. Pour des affaires de corruption aussi, il y a eu une affaire assez célèbre, parce qu'il y a eu quelques démissions de ministres. C'était de la corruption lors d'achat d'hélicoptères pour l'armée belge, lequel fabricant d'hélicoptères avait versé de l'argent pour le financement du Parti socialiste belge. Ça avait fait beaucoup de bruit, c'est en 98. Mais alors, une affaire, vous parlez du roi. Bon, le roi est couvert par une immunité à peu près totale. Par ailleurs, il est réellement incorruptible. Et je ne dis pas ça par respect pour la personne de mon roi, mais parce que je ne vois pas pourquoi on aurait à le corrompre, vu qu'il n'a aucun pouvoir. Donc ça ne servira à rien de donner de l'argent au roi. D'ailleurs, il n'en manque pas. Mais une histoire qui a beaucoup secoué la Belgique, c'est l'affaire du roi précédent, Albert II, c'est l'affaire de sa fille cachée. Et là, il a fallu que la justice s'en mêle, et très longuement, pour obliger le roi Albert II à reconnaître, enfin à donner son ADN, il refusait de le faire, pour qu'il soit démontré que la princesse Delphine, qui est maintenant bel et bien reconnue comme une princesse et comme la fille du roi, était bel et bien sa fille. Ça a duré des années et des années, et donc des affaires en justice concernant même le roi, c'est arrivé en Belgique, oui. On aurait pu se dire que c'était impensable, un ancien président français qui dort en prison, Elisabeth Pinault. Est-ce que ça veut dire, déjà sur l'image de la France, mais aussi que finalement la justice française, maintenant, elle
elle peut juger tout le monde, condamner tout le monde et envoyer tout le monde, même un ancien président, en prison. Oui, heureusement, la séparation des pouvoirs, ça existe, et de nombreux hommes et femmes politiques ont été inquiétés par la justice ces dernières années. Je pense à François Fillon, par exemple. Il y en a eu beaucoup d'autres. Là, c'est la première fois qu'un ancien président de la République est incarcéré, et c'est un événement. Et c'est vrai que le soutien qu'il a paru avoir de la part du président de la République qu'il a reçu, de Gérald Darmanin qui lui rendra visite, ça donne une impression de caste. C'est un peu le problème du moment, c'est que il a reçu ce soutien du monde politique, et à un moment où le monde politique est tellement décrié, ça a quand même choqué beaucoup de Français qui estiment qu'il doit être réellement considéré comme un détenu comme les autres. On va écouter Gérald Darmanin. Allez-y, Seydi Kaba. Je voulais dire que tous ceux qui, en Afrique, regardent un peu ce qui se passe aussi, rêvent d'un affranchissement de la justice par rapport au pouvoir politique. Quand on parle même en France de l'affaire Éric Alphen, du juge Alphen, qui enquêtait sur le financement du Parti socialiste aujourd'hui, on voit qu'un chemin a été parcouru, qu'il y a une trajectoire d'indépendance de la justice qui arrive maintenant à demander des comptes aux puissants. La délinquance en col blanc a pendant longtemps été presque ménagée en France. Donc en Afrique aussi, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt, avec l'espoir que ça puisse arriver un jour. Parce que pour l'instant, la justice a beaucoup de difficultés à poursuivre le puissant. À part Jacob Zuma qu'on a vu, il y a eu le président Hissène Habré, le président du Tchad, qui a été condamné par les chambres africaines à Dakar. Il y a eu l'ancien président malien Moussa Traoré qui a été condamné, mais pas pour des crimes économiques. Et ça, on regarde avec beaucoup d'intérêt cette évolution de la justice française, cette capacité à s'affranchir du pouvoir politique. Et pourtant, il y a aussi cette petite musique qui monte sur l'indépendance de la justice. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Elisabeth Pinault, avec, avec Gérald Darmanin, qui a dû s'expliquer sur le fait qu'il allait voir Nicolas Sarkozy. On peut comprendre que certains ne comprennent pas, justement. Oui, en effet, en tant que ministre de la Justice, il est garant de l'indépendance de la justice, tout comme le président de la République. Et tous les deux ont dit qu'ils étaient néanmoins le garant de l'indépendance de la justice, mais ils ont témoigné de cette amitié envers Nicolas Sarkozy, en tout cas de cette considération en tant qu'ancien président de la République, ce qui peut se comprendre sous certains aspects parce qu'il a représenté la France, mais d'un autre côté, pour de nombreux Français, et à l'époque des réseaux sociaux et de la défiance à l'égard du monde politique, ça a aussi se choqué. Mais vous l'avez dit, du chemin a été parcouru, et maintenant, on l'a vu, par exemple, avec Jérôme Cahuzac sous François Hollande, qui a conduit à plusieurs lois pour vérifier le patrimoine notamment des ministres. Du chemin a été parcouru ces dernières années en France pour que tous les hommes politiques et même les présidents de la République puissent être des justiciables comme les autres. Alors sur l'indépendance de la justice, je vais retourner voir à Genève Michel Cherotti. Là aussi, est-ce que vous avez suivi? Quel regard vous portez sur ce thème-là? Alors deux choses, effectivement, le soutien, ne serait-ce qu'humain, d'un président de la République ou de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy, moi je les trouve un tout petit peu dangereux, voilà, parce que ce sont des hommes publics avant d'être des hommes humains, on va dire ça comme ça, et ce soutien-là, il est quand même vu comme étant des politiciens d'abord, des hommes publics, un président, un ministre en exercice. C'est un jeu assez dangereux qui met la justice quelque peu en porte-à-faux, me semble-t-il. La justice doit être indépendante. En Suisse, si c'est ça la question que vous me posez, elle l'est un peu plus, me semble-t-il, qu'elle ne pourrait l'être en France, puisqu'en France, le garant de l'indépendance de la justice, c'est le président de la République, c'est donc le chef de l'exécutif. En Suisse, vraiment, c'est un pouvoir à part, même si une bonne partie des juges et des procureurs sont élus par des politiciens, ce qui peut parfois poser problème, en tout cas d'un point de vue formel. Voilà pour cette différence. Merci, c'est allé très vite. Allons-y, Franco, c'est tous les vendredis. Et merci à vous quatre d'avoir participé à ce nouveau rendez-vous. Je vous dis à demain.